Une troisième révolution qui me paraît alors absolument fondamentale, c'est la révolution de l'outil. La révolution de l'outil, c'est le fait que l'outil a pris le pouvoir. Alors, je suis un petit peu abrupt peut-être en vous disant ça, mais d'abord, je voudrais faire remarquer une chose qui est très simple et que tout le monde peut constater, c'est que l'outil prend toujours le pouvoir. À partir du moment où on invente un outil, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité que l'on renonce à l'utiliser. On a inventé le feu, ben, on utilise le feu. Même si le feu, c'est le feu qui permet de faire des incendies. On a inventé la roue. Ben, la roue, personne ne songe à renoncer à la roue, même si c'est la roue du char. On a inventé ou découvert l'atome. Eh bien, personne, enfin, en tout cas, on voit que c'est compliqué de renoncer à l'utilisation de l'atome, même si l'atome c'est Hiroshima, même si l'atome c'est Fukushima. On voit que c'est très difficile de renoncer à l'utilisation d'un outil qui est performant et qui donc permet de transformer la vie quotidienne. Et donc, il faut se dire que l'invention des outils le monde nouveau justement dans lequel nous sommes, c'est un monde dans lequel les outils nouveaux seront utilisés. Alors, un certain nombre de penseurs dans les années 60 et 70 se sont interrogés parce que ils se sont aperçus que la société dans laquelle on allait entrer n'était pas seulement une société dans laquelle on allait utiliser ces outils, mais une société dans laquelle ces outils allaient prendre le pouvoir. Et il y a un philosophe allemand qui s'appelle Habermas qui a écrit un livre qui s'appelle La technique et la science comme idéologie. Et c'était en 1967. La technique et la science comme idéologie, il montrait que on rentrait dans une société dans laquelle la technique et la science prenaient le pouvoir. Et je suis assez frappé de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces penseurs qui étaient classés à l'extrême gauche dans les années 60-70. Je pense donc à Habermas, qui a d'ailleurs plus tard fait un dialogue avec le pape Benoît XVI. Je pense à Habermas, je pense à Ellul, un protestant, qui a réfléchi sur le système technicien. Je pense à Illich, dont je voudrais peut-être vous lire un petit passage. Ivan Illich, qui était prêtre catholique avant de s'éloigner de l'Église. Et je pense même à quelqu'un comme Marcuse, qui était un penseur marxiste qui a beaucoup marqué le mouvement de mai 68. Eh bien, tous ces auteurs, en fait, finalement, quand on les relit, on s'aperçoit que ils ont mis le doigt sur ce problème-là, auquel on est confronté aujourd'hui dans tous les débats d'éthique, qui est absolument fondamental, c'est que la technique a pris le pouvoir, et puisqu'on peut le faire, on va le faire, et qu'il est très difficile, et en particulier très difficile pour les politiques, de résister au simple fait que les choses sont possibles. C'est le poids des technosciences. Alors c'est très difficile de résister parce que on vit dans un monde sans frontières, dans lequel si un pays, supposons qu'un pays essaie d'y résister, eh bien si les pays voisins n'y résistent pas, si d'autres pays utilisent ces outils, il y a le risque d'être complètement déclassé. Alors, par exemple, l'exemple le plus évident, c'est l'expérimentation sur l'embryon. Voilà. Aujourd'hui, on nous explique, d'ailleurs on l'a décidé, d'autoriser l'expérimentation sur l'embryon parce que d'autres pays le font. Et des choses qui donc sont devenues possibles deviennent pratiquement inéluctables. Alors, bon, Ivan Illich a beaucoup réfléchi, donc c'est un petit livre que je vous recommande qui s'appelle La convivialité. Et il imaginait qu'on pouvait résister à cette société dans laquelle la technique et la technoscience ont pris le pouvoir. Et je pense que la pensée de Illich, qui était tout à fait sulfureuse à l'époque, devient aujourd'hui incontournable. Et alors d'ailleurs, j'ai remarqué que la lecture de ces penseurs d'extrême gauche
était de plus en plus fréquente dans les milieux catholiques, y compris pas du tout situés de ce côté-là a priori. Et je crois qu'ils ont été d'une certaine façon les prophètes de cette voilà, de cette problématique que nous traversons aujourd'hui. Voilà ce qu'écrivait Illich. Alors, une société engagée dans la course au mieux-être ressent comme une menace l'idée même d'une quelconque limitation du progrès. Alors, l'individu qui ne change pas d'objet connaît la rancœur de l'échec, et celui qui en change découvre le vertige du manque. Il définit ça, notre rapport aux objets, comme l'accoutumance à une drogue. Et voilà, l'accoutumance à une drogue, on essaye, on recommence, on est accroché, on est malade, on manque. Et les conséquences de tout ça, d'après Illich, c'est que ce qu'il appelle la dialectique de l'histoire est brisée, le rapport entre le présent et la tradition s'évanouit, le langage perd ses racines, la mémoire sociale se fige, le précédent perd son emprise sur le droit. Et Illich ajoute, au-delà d'un certain seuil d'accélération, il n'y a plus de place pour cette référence au précédent et donc pour un jugement. Voilà. Le problème de ce rapport à l'objet, c'est donc l'accélération du temps que j'évoquais comme la deuxième grande révolution. Alors, donc, la question va être de savoir comment nous pouvons utiliser ces outils et non pas être utilisés par les outils. Ça, c'est pour moi la grande question du monde d'aujourd'hui et du monde de demain plus encore, notre capacité à maîtriser les outils et à refuser d'être maîtrisé par les outils. Voilà. Alors, cette révolution de l'outil, il faut voir que c'est une révolution qui est aussi une forme de désincarnation. Et ça, je pense que d'un point de vue chrétien, c'est quelque chose qui doit peut-être nous faire réfléchir, voire même nous alerter. Quand je parle de désincarnation, je vais prendre on a aujourd'hui dans le numéro de La Vie, on a un grand dossier sur les révolutions médicales qui sont devant nous, qui ont déjà commencé ou qui viendront demain. Une chose toute bête, autrefois le médecin palpait le malade. Donc il avait un rapport physique avec le patient. Et le diagnostic se faisait essentiellement comme ça. On touchait, le médecin touchait le corps du malade et il sentait quels étaient les organes qui étaient en question. Et ce qui est intéressant, c'est que de moins en moins, le médecin va toucher le malade. Les robots qui vont demain opérer vont faire que même les actes chirurgicaux seront des actes dans lesquels le médecin ne touchera plus le corps. Et récemment, je lisais les réflexions d'un chirurgien qui disait que dans quelques années, les chirurgiens seront très étonnés de se souvenir que en 2014, quand on opérait quelqu'un des intestins, on touchait ses intestins. Mais ça, c'est quelque chose qui va complètement disparaître. Alors, c'est pour plus d'efficacité, puisque ces robots vont avoir une précision beaucoup plus grande que ne peut l'avoir le geste du médecin. Donc, le médecin sera derrière son ordinateur, peut-être même à distance, peut-être même sur un autre continent, s'il y a un savoir-faire médical spécialisé, et il télécommandera un robot, voire même peut-être un nanorobot, c'est-à-dire un robot microscopique qui pourra circuler à l'intérieur de votre corps. Alors, je parle de cette forme de désincarnation comme une sorte de métaphore, en fait, vous comprenez, de ce qui peut nous arriver. Voilà. Alors, cette révolution de l'outil mériterait en fait, de très longs développements, parce que je pense que c'est quelque chose qui va être absolument déterminant sur la forme même de notre civilisation. Est-ce que nous sommes capables de maîtriser les outils, ou est-ce que nous serons maîtrisés ou instrumentalisés par les outils? Et dans tous les débats, des grands débats de société, les grands débats de bioéthique que l'on voit, c'est cette question qui est derrière. C'est possible, donc c'est inéluctable. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation, et est-ce que on peut briser cette
apparente, ce caractère apparemment inéluctable. Évidemment, cette révolution de l'outil est une révolution qui a de très bons côtés. Hein. On est tous très heureux si la médecine est plus efficace. Et bien évidemment, on est tous très heureux si on connaît quelqu'un qui est malade et qui peut être sauvé par cet outillage médical. Et je prends l'exemple de la médecine, mais on peut le dire dans tous les domaines.